Il disait que son amour n'était qu'une manière d'enseigner, mais personne ne bat quelqu'un qu'il aime vraiment jusqu'à ce qu'il saigne. Quand il a commencé à regarder ma petite sœur différemment, j'ai compris que le moment était venu de rendre justice moi-même, même si cela signifiait affronter le diable de front. Je m'appelle Judith Fleur-Vérin, j'ai 76 ans et je vis ici à Gordes, Vaucluse, où les vents d'hiver vous transperçant l'âme pendant les mois les plus rudes. Les gens d'ici me connaissent comme Mamie Judith, l'herboriste, car depuis que j'étais jeune fille, j'ai appris de ma grand-mère le pouvoir de guérison des plantes du désert. Ces mains ridées que vous voyez ont aidé à mettre au monde plus de 100 enfants et préparé des remèdes qui ont sauvé d'innombrables autres, mais toutes les douleurs ne peuvent être guéries avec une tisane de camomille ou des feuilles de sauge. Certaines marques restent avec nous pour la vie, comme des tatouages gravés avec un clou rouillé. Avant de continuer mon histoire, je voudrais demander une petite faveur. Si vous appréciez le récit de cette vieille femme, partagez-le s'il vous plaît. Chaque partage est comme une étreinte chaleureuse qui m'atteint et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez. Cette chose d'Internet est comme une magie qui me permet d'entrer dans des foyers à travers toute la France. Et cela réchauffe mon vieux cœur pendant cet hiver rigoureux. Notre histoire commence en 1962, quand je n'avais que 13 ans, et ma petite sœur Célestine seulement 6 ans. À cette époque, nous vivions dans un quartier modeste à la périphérie d'Apt. Notre père, Armand Vérin, était mort 2 ans plus tôt dans un accident à l'usine de chaussures où il travaillait. Une machine censée presser le cuir l'a écrasé. Lui aussi, il n'est même pas arrivé à l'hôpital. Notre mère, Claire Vérin, était une femme forte, du genre qui ne plie pas même sous le vent le plus violent, mais elle n'était pas non plus faite d'acier. Elle travaillait comme femme de ménage pour une famille riche au centre-ville, partant avant le lever du soleil et revenant quand les étoiles étaient déjà suspendues dans le ciel. La vie n'est pas facile pour une veuve avec 2 filles à élever. Notre petite maison était modeste mais propre, 2 chambres, un salon qui servait aussi de cuisine et une salle de bain à l'arrière. Ce qui nous manquait en luxe, nous le compensions par la propreté. Maman disait toujours, la pauvreté n'est pas une excuse pour la saleté. Une maison propre, c'est le respect de soi. Et dès mon plus jeune âge, j'ai appris à aider. Pendant que maman travaillait, je m'occupais de Célestine, nettoyer la maison, laver les vêtements dans la bassine en ciment dans la cour et gérer encore mes devoirs scolaires. Célestine était une petite fille magnifique, vous savez. Elle avait des yeux verts qui ressemblaient à 2 émeraudes brillantes, des cheveux longs et raides que je tressais chaque jour avant qu'elle n'aille à l'école. C'était une enfant joyeuse, du genre qui voit la beauté même dans les flaques après la pluie. Elle chantait tout le temps, inventait des histoires sur les nuages et donnait des noms aux fourmis dans notre cour. Voir son bonheur, me donner la force d'affronter les jours difficiles. C'était un vendredi après-midi, en revenant du magasin avec un peu de farine et de haricots, que j'ai vu un homme assis dans notre salon, prenant un café avec maman. Même de loin, j'ai senti une oppression dans ma poitrine.
il y avait quelque chose en lui qui me dérangeait sans que je sache exactement quoi. Était-ce la manière dont il regardait autour de lui, comme s'il calculait la valeur de tout, ou était-ce son sourire, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Judith, voici Monsieur Adrien, a présenté maman avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis que papa était vivant. Il travaille comme chauffeur de camion et a loué la chambre à l'arrière chez Madame Nicole. Adrien s'est levé et m'a tendu la main. C'était un homme grand, robuste, avec des mains cailleuses et des ongles sales de graisse. Il devait avoir environ 40 ans, les cheveux noirs, déjà clairsemés, une moustache épaisse qui cachait sa lèvre supérieure. Enchanté de rencontrer la jeune demoiselle, a-t-il dit, me regardant de haut en bas d'une manière qui me donnait envie de me couvrir davantage. Enchanté de même, ai-je répondu par politesse, mais sans ressentir de vérité dans ces mots. Adrien m'a raccompagné du terminus d'autobus ces dernières semaines, a expliqué maman, versant plus de café pour lui. Il y a trop de fauteurs de troubles dehors après la tombée de la nuit. À ce moment, Célestine est entrée en courant dans le salon, revenant de chez la voisine où elle était allée jouer. Elle s'est arrêtée à la porte en voyant l'étranger et s'est cachée derrière mes jambes. Et cette petite princesse doit être Célestine, a dit Adrienne, ouvrant ce sourire qui me dérangeait tant. Ta mère parle beaucoup de vous. Célestine n'a pas répondu, serrant simplement ma jupe plus fort entre ses petits doigts. Elle avait toujours été timide avec les étrangers. Ne sois pas impolie, ma chérie, a doucement grondé maman. Dis bonjour à Monsieur Adrien. Bonjour, a-t-elle murmuré sans sortir de derrière moi. Après ce jour, Adrien a commencé à apparaître de plus en plus chez nous. Il apportait de petits cadeaux pour maman, un pot de miel, une écharpe bon marché, des fleurs cueillies sur le chemin. Bientôt, ils sortaient ensemble. C'est un homme bon, Judith, m'a dit maman une nuit, alors que nous lavions la vaisselle du dîner. Il travaille dur, nous respecte. Après le décès de ton père, je ne pensais jamais trouver quelqu'un comme lui. Je voulais partager son bonheur, mais quelque chose en moi continuait de déclencher une alarme. Chaque fois qu'Adrien était là, c'était comme cet instinct qui pousse une poule à rassembler ses poussins sous ses ailes quand un faucon passe au-dessus. Es-tu sûr de le connaître assez bien ? Ai-je demandé, essayant de sembler préoccupée, pas critique. Oh, ma fille, tu as toujours été trop méfiante, tout comme ton père, a-t-elle soupiré. Adrien a déjà prouvé qu'il est un homme décent. Il aide même avec les factures de la maison. 3 mois après cette première visite, Adrien a emménagé dans notre maison. Maman était radieuse, comme si elle avait gagné à la loterie. J'ai essayé de me convaincre que j'avais tort à son sujet, que c'était juste la jalousie d'une fille qui ne voulait pas partager sa mère avec qui que ce soit. Les premiers jours, tout semblait bien. Adrien partait tôt pour ses voyages en camion, parfois absent pendant des jours, transportant des marchandises vers Toulon ou Nice. Quand il revenait, il apportait un petit quelque chose, un ruban coloré pour Célestine,
une barre de chocolat pour moi. Il aidait avec les dépenses de la maison, réparer le toit qui fuyait, renforcer la clôture de la cour. J'ai même commencé à penser que mes peurs étaient peu, être insensée. Mais bientôt, les choses ont commencé à changer comme ces nuages sombres qui s'accumulent lentement à l'horizon avant une tempête. La première fois que j'ai vu son vrai visage, c'était quand il est revenu d'un voyage tard dans la nuit. Il sentait le whisky. Sa démarche chancelante. Maman était déjà endormie, épuisée après une journée entière à récurer les sols chez son employeur. Où est mon dîner, petite? A-t-il demandé, jetant son sac à dos sur le sol de la cuisine. Il est plus de 11 heures, monsieur Adrien, ai-je répondu, essayant d'être respectueuse. Nous avons gardé votre nourriture au réfrigérateur. Il suffit de la réchauffer. Il a frappé la main sur la table, faisant sauter le cendrier. J'ai pas demandé quelle heure il est. J'ai demandé où est mon dîner. Un homme qui travaille toute la journée mérite de la nourriture chaude sur la table, pas des restes conservés comme s'il était un chien. Le bruit a réveillé Célestine, qui est apparue à la porte de la cuisine, frottant ses yeux, ensommeillés. Qu'est-ce qui ne va pas? Judith, a-t-elle demandé, sa voix effrayée. Rien, ma chérie, retourne te coucher. Je viendrai t'aborder. Aide rapidement, voulant l'éloigner de là. Adrien a regardé ma sœur d'une manière qui m'a glacé la colonne vertébrale. C'était pas le regard d'un beau-père à une belle-fille. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui me retournait l'estomac. La princesse s'est réveillée, attellée, adoucissant soudain sa voix. Viens ici, viens faire un câlin à ton beau papa. Il t'a apporté un cadeau. Me regardant comme pour demander la permission avant que je puisse dire quoi que ce soit. Maman est s'apparouait, également réveillée par les cris que se passe-t-il ici? A-t-elle demandé, attachant sa robe de chambre? Rien, Claire. Adrien a complètement changé de ton... Comme si on tournait une page. Je manquais juste à ma famille. Désolée si j'ai fait du bruit. J'ai vu dans les yeux de ma mère qu'elle le croyait. Je voulais crier que c'était un mensonge, qu'il venait de me crier dessus, qu'il avait regardé Célestine d'une manière qu'il n'aurait pas dû, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Maman semblait si heureuse avec lui, tellement moins fatiguée depuis son arrivée. Ce que je ne savais pas cette nuit-là, c'est que c'était que le début, que cet homme que ma mère avait fait entrer dans notre maison deviendrait le pire cauchemar qu'une famille puisse affronter, que son arrivée marquerait non seulement la fin de notre paix, mais le début d'un temps d'obscurité qui exigerait plus de force et de courage que je ne pensais en avoir. Dans les semaines qui ont suivi, Adrien a montré de plus en plus son vrai visage, mais seulement quand il était seul avec nous, devant maman. Il était toujours l'homme attentionné, le partenaire dévoué. Dès qu'elle tournait le dos pour aller travailler, le masque tombait. Ça commençait avec de petites humiliations. Il se plaignait de la nourriture que je faisais, disait que la maison n'était pas assez propre, que je ne m'occupais pas correctement de Célestine. Puis sont venus les ordres absurdes. Il voulait que je me lève à 5 heures du matin pour préparer son café.
Même quand il n'avait pas besoin de partir tôt, il exigeait que ses vêtements soient repassés d'une manière spécifique, que le dîner soit prêt exactement quand il le voulait. Dans cette maison, c'est moi qui commande maintenant, disait-il, se frappant la poitrine. Un homme est le chef du foyer et une femme doit connaître sa place. Et chaque jour qui passait, je remarquais comment son regard envers Célestine changeait, comment il créait des excuses pour être près d'elle, pour la toucher, comment il insistait pour lui donner son bain, disant que c'était la responsabilité d'un père. Chaque fois qu'il s'approchait d'elle, je sentais mon sang bouillir, mais je ressentais aussi de la peur, peur de ce qu'il pourrait me faire si je le confrontais directement, et pire encore, peur de ce qu'il pourrait faire à Célestine si je n'étais pas là pour la protéger. C'était un jeudi, 3 mois après qu'il ait emménagé, que la tempête a finalement éclaté de toute sa force. Maman était partie travailler comme d'habitude. Je finissais de laver les vêtements dans la bassine dans la cour et Célestine jouait avec ses poupées de chiffon dans la chambre. J'ai entendu un bruit et me suis précipitée à l'intérieur. Ce que j'ai vu ce jour-là, s'est gravé dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Adrien était dans la chambre de Célestine, penché sur elle, sa main énorme couvrant sa petite bouche, l'autre main, mon Dieu, je ne peux même pas répéter ce que j'ai vu, ma petite sœur, pleurant silencieusement, ses yeux grands ouverts de terreur. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai attrapé le premier objet que j'ai vu, un pot en céramique qui était dans le couloir, et je l'ai frappé de toutes mes forces dans le dos. Éloigne-toi d'elle, ai-je crié avec une voix qui ne semblait même pas la mienne. Il s'est retourné, surpris par l'attaque, puis furieux, comme un taureau voyant un chiffon rouge. Qu'est-ce que tu fais, petite folle? A-t-il grogné, avançant vers moi. J'ai tiré Célestine derrière moi, la protégeant de mon corps. Si tu la touches encore, je te tuerai dans ton sommeil. Et je menaçais, sentant chaque mot comme une vérité absolue. Hilary, de cette manière dégoûtante, et qui va te croire. Ta mère pense que je suis la meilleure chose qui vous soit arrivée. Ce sera ta parole contre la mienne. Et devine qui elle croira. À ce moment, j'ai vu qu'il avait raison. Maman était si enchantée par lui, si désespérée de ne plus être seule, qu'elle pourrait ne pas me croire. Oh, Péret, elle pourrait croire, mais avoir trop peur d'être à nouveau seule. La prochaine fois que tu interféreras avec ma manière d'éduquer, tu y passeras aussi, a-t-il menacé, ajustant ses vêtements. Maintenant, dépêche-toi de finir ce linge et prépare mon déjeuner. Je vais en ville et je reviendrai affamée. Quand il est parti, Célestine s'est effondrée dans mes bras, sanglotant si fort que je pensais qu'elle allait s'étouffer. Il t'a fait mal, Judith, pleurait-elle. Il a dit qu'il ferait du mal à toi et à maman si je parlais. Je l'ai enlacé de toutes mes forces, sentant mon cœur se briser en 1000 morceaux. Depuis quand, mon amour, ai-je demandé, craignant la réponse? Depuis quand fait-il ça? Depuis longtemps, a-t-elle chuchoté, sa voix aussi petite qu'elle l'était toujours quand tu vas chercher de l'eau ou quand tu laves les vêtements dehors. La haine que j'ai ressentie à ce moment était plus grande que tout ce que j'avais jamais éprouvé dans ma vie. Une haine qui brûlait à l'intérieur, qui me donnait envie d'attraper le couteau le plus tranchant de la cuisine
et d'attendre son retour. Mais je ne pouvais pas me permettre le luxe de la rage aveugle. Je devais être intelligente, je devais protéger ma petite sœur. Et à ce moment, j'ai juré à moi-même que ce monstre paierait pour ce qu'il avait fait, même si c'était la dernière chose que je faisais dans ma vie. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais laissé Célestine seule. Je l'emmenais partout avec moi, même à la salle de bain. Nous dormions ensemble dans les bras l'une de l'autre, moi surveillant toujours la porte. Adrien a réalisé ce que je faisais et devenait plus irrité, plus agressif chaque jour. Les humiliations se transformaient en bousculades. Les bousculades en gifles, les gifles en coups. Mais toujours à des endroits que les vêtements couvraient, jamais sur le visage, où maman pourrait voir. Il savait exactement ce qu'il faisait. C'était calculé, c'était froid, un prédateur qui choisissait soigneusement ses moments, ses victimes, son territoire. Et maintenant, ce territoire était notre maison, l'endroit qui aurait dû être notre refuge. Maman a commencé à remarquer le changement chez Célestine, comment elle avait cessé de chanter, comment elle sursautait à chaque bruit, comment elle pleurait la nuit. Serrant sa poupée de chiffon, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Judith, demandait-elle, préoccupée. On dirait qu'elle a vu un fantôme et elle l'avait vu, en effet, le pire fantôme possible, un monstre de chair et de sang qui utilisait la confiance et l'amour de ma mère comme le déguisement parfait pour son mal. Je savais que je devais lui dire, mais j'avais peur de sa réaction. Adrien avait clairement dit plusieurs fois ce qui arriverait si j'inventais des mensonges sur lui. Ta mère et ta sœur en paieront le prix. Menaçait-il les jours où il rentrait ivre de ses voyages? Penses-tu que je ne sais pas briser un cou pour que ça ressemble à un accident? Ces mots me glaçaient jusqu'aux os. Je savais que c'était pas un bluff. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur, quand il disait ces choses, qui me disait qu'il avait déjà fait du mal avant, peut être même des choses pires que je ne pouvais imaginer. Nous vivions donc sur le fil du rasoir pendant presque un an de peur constante, de regarder toujours par-dessus mon épaule, de dormir avec un œil ouvert, un an à voir ma petite sœur se faner comme une fleur sans eau, perdant son enfance jour après jour, un an à me blâmer de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas trouver une issue jusqu'à ce que vienne le jour où tout a changé, le jour où j'ai réalisé que c'était pas juste Célestine et moi contre le monde, qu'il y avait des gens bien là dehors, des gens qui pouvaient nous aider si j'avais assez de courage pour les chercher. Et c'est cette découverte qui a commencé à tracer le chemin vers notre libération. Mais je veux juste que vous sachiez que même dans les moments les plus sombres, quand il semble qu'il n'y a pas d'issue, il y a toujours une lumière, et même petite. Parfois, cette lumière vient d'où on s'y attend, le moins, et parfois, cette lumière, c'est nous-mêmes, rassemblant le courage que nous ne savions même pas posséder. Le deuxième hiver avec Adrien dans notre maison fut le plus froid dont je me souvienne, non pas à cause du vent glacial qui traversait la terre, mais à cause de la glace qui s'était installée en moi. Je n'étais plus la même Judith. Chaque matin où je me réveillais était une nouvelle bataille.
Chaque nuit où je me couchais était un jour de plus où j'avais réussi à garder ma petite sœur en sécurité, même si cela me coûtait, les marques violettes que je cachais sous mes manches longues. Pendant ces mois, j'ai appris à dormir avec une oreille en alerte, comme un chat au bord de la route, le moindre craquement des planches, le moindre pas vers notre chambre. Et j'étais déjà assise dans le lit, prête à défendre Célestine plusieurs nuits. Il a essayé d'entrer, surtout quand il rentrait ivre de ses voyages. Il me trouvait éveillée, d'Ibaut, tenant le balai comme une lance. Je suis juste venue dire bonne nuit à la petite, disait-il, avec cette haleine de whisky qu'on pouvait sentir de l'autre côté de la pièce. Elle dort déjà, répondais-je, sans baisser ma garde. Bonne nuit à vous aussi. Il me regardait avec colère, mais aussi avec une sorte de respect étrange, comme quelqu'un qui reconnaît un adversaire digne. Un jour, tu vai ser stagardi, Judith. Et alors on verra qui commande ici. Dans ces moments, je tremblais à l'intérieur, mais gardais un visage dur. Vous pouvez attendre assis. Célestine n'était plus la même non plus. Cette fille joyeuse qui chantait toute la journée avait disparu, laissant à sa place une enfant effrayée qui parlait doucement, qui se recroquevillait quand un homme s'approchait. À l'école, l'enseignante a convoqué maman pour parler, inquiète, parce que Célestine ne jouait plus avec les autres enfants. À la récréation, s'asseyait simplement seule dans un coin, dessinant toujours la même chose, une maison noire avec une fille triste à l'intérieur. C'est à cause de son âge, expliquait maman, aveugle à ce qui était juste sous ses yeux. Les filles deviennent comme ça en grandissant plus calmes. Mais Célestine n'avait que 7 ans. Quel genre de croissance était ce qui éteignait la lumière dans les yeux d'une enfant du jour au lendemain, qui volait son rire, ses manières joueuses, chaque fois que maman disait ces choses? Je sentais une révolte qui tenait à peine dans ma poitrine. Comment pouvait-elle ne pas voir? Comment pouvait-elle ne pas réaliser que cet homme qui dormait dans son lit détruisait sa propre fille? Mais bientôt, j'ai compris que parfois les gens choisissent de ne pas voir. Il est plus facile de croire le beau mensonge que la vérité laide. Et maman avait déjà tant souffert, avait travaillé si dur pour nous élever seuls, qu'elle s'accrochait de toutes ses forces à cette chance d'avoir quelqu'un pour partager le fardeau. Même si ce quelqu'un était un démon déguisé en personne. Un après-midi, alors que j'étais seule avec Célestine, l'aidant avec ses devoirs à la table de la cuisine, j'ai trouvé le courage de demander petite, est-ce que ton beau-père, est-ce qu'il essaie encore de te faire du mal quand je ne suis pas là? Elle a baissé la tête. Le crayon s'est arrêté au milieu d'une lettre. Elle n'a pas répondu avec des mots, mais le tremblement de son petit corps m'a tout dit. Tu peux me le dire? C'est elle. Ai-je insisté avec la voix la plus douce possible? Je ne le laisserai rien te faire. Il a dit que c'est notre secret, a-t-elle vendite, si bas que j'ai dû me pencher pour entendre. Il a dit que si je parlais à quelqu'un, il enverrait ma main loin. Comme papa est parti, il a dit qu'il m'emmènera loin, là où tu ne me trouveras jamais. Le sang bouillait dans mes veines comme un café brûlant. C'est lui qui va partir, et je promis, tenant ses petites mains entre les miennes. Un jour,
c'est lui qui disparaîtra de nos vies et nous pourrons être heureuses à nouveau. Mais maman Lime, a répondu Célestine avec une tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. Elle sera triste s'il parte. J'étais sans voix. Comment expliquer à une fillette de 7 ans que parfois l'amour d'une mère n'est pas suffisant pour protéger, que parfois les adultes qui devraient prendre soin sont ceux qui font le plus mal. Elle était déjà assez confuse, assez effrayée. Son monde avait déjà été bouleversé. Maman serait encore plus triste si elle savait que quelqu'un te faisait du mal. Aïe, enfin dites, elle t'aime plus que tout dans cette vie, cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de Célestine. J'ai pris une décision. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Je devais parler à maman, même si elle ne me croyait pas, même si elle se mettait en colère contre moi. Ma petite sœur ne pouvait pas supporter beaucoup plus de cette souffrance. Le lendemain matin, quand Adrien est parti pour un autre voyage en camion, merci. Dieu, il était absent 4 jours d'affilée. J'ai trouvé maman seule dans la cuisine, préparant le café avant de partir au travail. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose de très sérieux. Ai-je commencé, sentant mon cœur battre si fort qu'il semblait déchirer ma poitrine. Parle vite. Ma fille, je suis déjà en retard, a-t-elle répondu sans détourner les yeux de la boîte à lunch qu'elle préparait. C'est à propos d'Adrien. Il fait des choses mauvaises à Célestine. Elle a arrêté ce qu'elle faisait et m'a regardée pour la première fois. Quel genre de choses mauvaises? J'ai pris une profonde inspiration et lui ai tout raconté, tout ce que j'avais vu, tout ce que je soupçonnais, tout ce que Célestine m'avait dit petit à petit. Pendant que je parlais, j'ai vu le visage de ma mère changer. D'abord l'incrédulité, puis le choc, un mélange de douleur et de peur qui m'a brisé le cœur. « Es-tu sûre de cela, Judith ?» a-t-elle demandé quand j'ai fini, sa voix tremblante. C'est une accusation très grave. Je suis aussi sûre que possible. Maman, je l'ai vu de mes propres yeux. Célestine n'inventerait pas une chose pareille. Elle s'est assise sur la chaise de la cuisine, comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter son poids. Pendant un moment, j'ai pensé que j'avais réussi, qu'elle m'avait cru, que maintenant nous allions nous débarrasser de cet homme pour toujours. Mon Dieu, que vais-je faire? A-t-elle murmuré, plus à elle-même qu'à moi. Faire, tu dois le chasser, le dénoncer à la police. Elle m'a regardée avec des yeux pleins de larmes, mais aussi avec une peur que je n'avais jamais vue auparavant. C'est pas si simple. Judith, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Un homme abuse de ta fille sous ton nez. Qu'y a-t-il à comprendre? Tu ne connais pas Adrien comme moi, a-t-elle dite, baissant la voix comme si les murs pouvaient entendre. Il a un mauvais côté quand il boit. Il m'a menacée plus d'une fois. C'était comme recevoir une gifle. Donc elle savait qu'il était violent, savait qu'il était dangereux, et pourtant elle l'avait laissé continuer dans notre maison. Près de nous, tu savais qu'il était comme ça et tu n'as rien fait. Je pensais que c'était juste avec moi, a-t-elle confessé. Le visage rouge de honte que vous étiez en sécurité, il ne se met en colère que lorsqu'il boit trop. J'ai peur. Judith. Il a dit que si j'essayais de rompre,
il se vengerait, qu'il connaît des gens dangereux sur les routes. À ce moment, j'ai ressenti un mélange de colère et de pitié pour ma mère. Colère, parce qu'elle avait fermé les yeux sur le danger. Pitié, parce qu'elle aussi était une victime également piégée dans ce filet qu'Adrien avait tissé autour de nous. Et maintenant, vas-tu le laisser continuer à faire ça à Célestine? Elle a baissé la tête, cachant son visage dans ses mains. Je vais lui parler, lui demander d'arrêter demander, et je presque criais, incrédule, il n'arrêtera pas parce que tu l'as demandé. Les gens comme lui n'arrêtent pas. Baisse la voix, a-t-elle chuchoté, regardant la porte avec peur, comme s'il pouvait entrer à tout moment, même s'il était à des kilomètres. Je vais résoudre ça. D'accord. Donne-moi juste le temps de réfléchir. Je suis sortie de cette conversation en sentant comme si j'avais avalé une pierre. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Au fond, je croyais que dès que maman saurait, elle se transformerait en cette lionne que chaque mère a en elle, qu'elle expulserait Adrien de nos vies avec les griffes et les dents. Mais la peur avait surmonté l'instinct protecteur. La peur peut être cette étrange dépendance qu'il avait créée en elle. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé ma mère de près. Elle était différente, plus silencieuse, plus nerveuse, regardant toujours l'horloge, comptant les heures jusqu'au retour d'Adrien de son voyage. Elle a essayé de rester plus près de Célestine, a eu l'idée de l'emmener au travail. Un jour, a dit à son employeur que la babysitter n'était pas venue, mais c'était des mesures petites, temporaires. Ce n'était pas la solution dont nous avions besoin. Quand Adrien est revenu 3 jours plus tard, j'ai réalisé que maman lui avait parlé, non pas parce qu'il avait changé de comportement, au contraire, il semblait plus irrité, plus agressif, mais parce qu'il me regardait différemment maintenant, avec plus de colère, avec plus de menaces dans les yeux. Cette même nuit, pendant que je lavais la vaisselle du dîner, il s'est approché de moi par derrière dans la cuisine, si près que je sentais son souffle sur ma nuque. Ta mère a parlé de bêtises, a-t-il dit doucement, juste pour que je l'entende. Elle a dit que tu inventais des histoires sur moi. J'ai pas répondu, gardant les yeux fixés sur les assiettes que je récurais. Tu sais ce qui arrive aux filles qui inventent des histoires. Dieu 10. Les filles comme ça disparaissent, elles partent, se promener et ne reviennent jamais. J'ai senti un frisson glacial remonter ma colonne vertébrale, mais j'ai pas montré de peur. Je me suis tournée vers lui, affrontant ses petits yeux méchants. Je ne fais que remplir mon obligation de grande sœur. Ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il a donné ce rire laide, moqueur. Ta mère a déjà choisi son camp. Elle a choisi de me croire. Tu sais pourquoi? Parce que sans moi, vous trois retournez à la misère. Je suis celui qui paie les factures ici, celui qui met de la nourriture sur la table. Elle le sait. Je voulais dire que je préférais la pauvreté honnête d'avant plutôt que de vivre avec lui. Mais je me suis mordu la langue. Il n'y avait aucun intérêt à le provoquer. Je devais être plus intelligente que lui. Alors, tu ferais mieux de rester à ta place. A-t-il continué, pointant son doigt sur mon visage. Oublie ces histoires que tu as inventées
et arrête de mettre des idées dans la tête de ta mère, sinon ce sera pas seulement toi qui souffriras. Quand il a quitté la cuisine, mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû me tenir à l'évier pour ne pas tomber. C'était pas juste une menace vide. J'étais sûre qu'il ferait exactement ce qu'il promettait. Les gens comme lui ne bluffent pas. Cette nuit-là, allongée avec Célestine, qui avait enfin réussi à s'endormir après une autre journée de regards effrayés et de silence, j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur maman pour nous sortir de cette situation. Sa peur était plus grande que son courage et je ne pouvais pas la blâmer complètement. Je savais qu'Adrien était capable de choses terribles, que ces menaces n'étaient pas que des mots, mais je savais aussi que nous ne pouvions pas continuer à vivre comme ça, que tôt ou tard, il obtiendrait ce qu'il voulait. Il attraperait Célestine à un moment où je ne serais pas là, lui ferait du mal d'une manière que tout l'amour du monde ne pourrait réparer. Ensuite, au pire, il pourrait me faire quelque chose, retirer de son chemin le seul obstacle entre lui et ma petite sœur. C'était cette nuit-là. Écoutant la respiration douce de Célestine à côté de moi, que j'ai décidé, si maman ne pouvait pas nous protéger, je devrais trouver un moyen moi-même, je devrais chercher de l'aide à l'extérieur de la maison, même si cela signifiait exposer notre honte, notre peur, notre situation à des étrangers, car parfois le salut vient d'où on s'y attend le moins. Et j'étais prête à frapper à n'importe quelle porte qui pourrait nous offrir une sortie de cet enfer. Le problème était que, à l'époque, ces choses étaient encore plus cachées qu'aujourd'hui. Personne ne parlait ouvertement d'abus, de violence à l'intérieur du foyer. C'était comme si un mur de silence protégeait les monstres, leur permettant de continuer leur mal loin des yeux de la société, et nous, les victimes, portions seules la culpabilité et la honte qui, en fait, auraient dû être les leurs seules. Mais j'étais déterminée à briser ce silence, quel qu'en soit le coût, car le prix de continuer à se taire était trop élevé. C'était l'enfance de ma sœur, sa sécurité, son avenir, et cela n'avait pas de prix. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à observer plus attentivement les gens autour de moi, cherchant quelqu'un qui pourrait nous aider, quelqu'un qui avait assez d'autorité pour confronter Adrien, pour nous protéger de ces menaces, quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance avec notre histoire si douloureuse, si honteuse. Es ist ein See, dans cette recherche silencieuse d'une bouée de sauvetage que j'ai commencé à remarquer, notre voisin de la maison au coin, Monsieur Jacques Simonet, c'était un homme calme, sérieux, qui conversait rarement avec les autres résidents du quartier. Il vivait seul, toujours dans un uniforme bien repassé quand il partait au travail. Je n'ai découvert que plus tard qu'il était officier de police. La première fois que j'ai vraiment parlé avec lui, c'était quand je l'ai rencontré au magasin du quartier, achetant des provisions. J'étais dans la file à la caisse avec Célestine, tenant ma main comme toujours. Il était devant nous, payant un sac de café et du pain. « Bonjour, Monsieur Jacques », ai-je salué, rassemblant tout le courage que j'avais. « Vous êtes notre voisin, n'est-ce pas ?» De la maison jaune, au coin, il m'a regardé avec ses yeux sombres, sérieux, hochant légèrement la tête. « C'est exact. Et vous êtes la fille de Madame Claire ?»
Si je ne me trompe pas, c'est exact. Je suis Judith. Et voici ma sœur, Célestine. Il a regardé Célestine avec un regard différent de ce que j'étais habituée à voir chez les hommes. Il n'y avait pas de malice là-dedans, seulement de la gentillesse. Enchanté de vous rencontrer officiellement, a-t-il dit avec un léger sourire. Je vous vois toujours marcher jusqu'à l'école. Quand il s'est retourné pour partir, j'ai trouvé le courage et dit, Monsieur Jacques, vous travaillez avec la police, n'est-ce pas? Il s'est arrêté, me regardant avec plus d'attention maintenant. Et en fait, pourquoi? Aucune raison. Et j'ai répondu rapidement. Sentant mon visage brûler, juste curioso, il m'a étudié un moment comme s'il pouvait voir à travers moi, comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette question apparemment innocente. Puis il a hoché la tête à nouveau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez simplement à ma porte. Je suis toujours là. Quand je ne suis pas en service, ces simples mots ont allumé une petite flamme d'espoir en moi. Un officier de police, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose contre Adrien, quelqu'un qui avait le devoir de protéger des gens comme moi et Célestine, quelqu'un qui peut être croire à notre histoire, mais le courage que je ressentais à ce moment a été bientôt étouffé par la peur quand nous sommes rentrés à la maison et avons trouvé Adrien là plus tôt que prévu. Il était revenu, étonnamment, des zones voyage annulées à la dernière minute, selon lui, mais l'expression sur son visage quand il nous a vus entrer m'a dit qu'il y avait quelque chose de plus. Où étiez-vous? A-t-il demandé, sa voix contrôlée, mais ses yeux étincelants de colère. Au magasin, ai-je répondu, montrant le sac avec les haricots et le sucre que maman nous avait demandé d'acheter. Madame Claire nous a demandé d'y aller avant qu'elle ne rentre du travail. Il a regardé Célestine, puis moi, puis Célestine à nouveau. Je vous ai vu parler avec cet homme du coin. De quoi parliez-vous avec lui? Mon sang s'est glacé. Nous avait-il suivis? Espionnait-il nos pas? Nous l'avons juste salué. Ai-je répondu, essayant de sembler désinvolte. C'est notre voisin. Je ne veux pas que vous parliez à des étrangers, a-t-il dit, haussant la voix d'un ton. Surtout celui-là, il a l'air d'un fouineur, de quelqu'un qui pense qu'il est meilleur que les autres. À ce moment, j'ai compris que Adrien savait très bien qui était Monsieur Jacques. Il savait qu'il était officier de police et en avait peur. Et cela m'a donné encore plus de certitude que j'étais sur la bonne voie, que Monsieur Jacques pouvait être notre salut. Mais cela m'a aussi montré que je devais être plus prudente, qu'Adrien avait l'œil sur nous, surveillant chaque pas, que le danger était encore plus grand que je ne l'imaginais. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait déjà, j'ai sorti de sous le matelas un vieux carnet où j'avais commencé à noter tout, date, heure, ce qu'Adrien faisait, ce qu'il disait, les marques qu'il laissait sur moi quand je le confrontais, les endroits où il touchait Célestine quand il pensait que personne ne regardait. C'était mon journal de preuve, ma seule arme contre lui. Un jour, et je chuchotais à moi-même en écrivant à la faible lumière d'une bougie. Un jour, nous serons libres à nouveau et tu paieras pour chaque larme que tu as fait verser à ma petite sœur. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour était plus proche que je ne l'imaginais,
que les événements allaient bientôt précipiter d'une manière qui changerait nos vies pour toujours, et que le courage que je cherchais tant était déjà en moi, attendant seulement le bon moment pour se révéler dans toute sa force. Le jour où tout s'est enfin effondré était un mercredi de mars 1963. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le ciel était lourd, du genre qui annonce une forte tempête, l'air si épais qu'on pourrait le couper avec un couteau. Maman avait obtenu un jour de congé car son employeur était parti en voyage, donc elle était à la maison, une chose rare en semaine. Adrien était aussi à la maison entre deux voyages. Il était plus nerveux que d'habitude, se plaignant de tout, buvant depuis tôt le matin. Il avait reçu une lettre disant qu'il devait se présenter au commissariat à cause d'une vieille amende, une petite chose, mais cela l'avait rendu furieux. Maintenant, je comprends que les hommes comme lui ont une peur terrible de l'autorité. Ils enfreignent constamment la loi et craignent d'être découverts. J'étais dans la cour, suspendant les vêtements sur la corde, quand j'ai entendu le cri, un cri qui a gelé mon sang, qui a fait arrêter mon cœur pendant une seconde. C'était la voix de ma mère, un son que je n'avais jamais entendu sortir d'elle auparavant. Ce n'était pas de la colère, ni de la peur, c'était une pure horreur. J'ai lâché le panier à linge et j'ai couru dans la maison. Ce que j'ai vu dans le salon s'est gravé dans mon âme pour toujours. Maman se tenait à la porte de la salle de bain, les mains couvrant sa bouche, le visage blanc comme de la cire de bougie. Devant elle, Adrian, avec son pantalon à moitié remonté, et ma petite sœur, recroquevillée dans le coin, pleurant sans faire de bruit, ses petits vêtements tout en désordre. Que fais-tu avec ma fille? A demandé maman d'une voix qui ne lui ressemblait pas, fin, tremblante. Adrien a ajusté son pantalon d'un mouvement rapide. Quelle absurdité est-ce? Claire, je l'aidais juste à prendre un bain. Célestine sait se laver seule depuis qu'elle a 5 ans, a répondu maman, faisant un pas en avant. Elle n'a jamais eu besoin d'aide. J'ai vu quelque chose passer sur le visage d'Adrien. Un éclair de peur peut être rapidement remplacé par ce masque de colère que nous connaissions si bien. Comment m'appelles-tu? Qu'insinues tu? C'est alors que j'ai remarqué que Célestine avait couru derrière moi. Atrapant mes jambes, tremblant comme une feuille dans le vent. C'était la confirmation dont maman avait besoin. Si elle avait encore un doute, Toi, monstre, a-t-elle chuchoté, avançant d'un autre pas. Judith m'a averti, elle m'a dite. Mais je ne voulais pas y croire. Comment ai-je pu être si aveugle? Ce qui s'est passé ensuite était si rapide que j'ai à peine eu le temps de réagir. Adrien s'est jeté sur maman comme un taureau enragé, l'attrapant par les cheveux. Qui penses-tu être pour me parler comme ça? Qui penses-tu met la nourriture sur la table dans cette maison? Qui paie les factures? Lâche-moi, a-t-elle crié, essayant de se libérer. Nous verrons si tu garderas cette langue acérée après que j'en aurai fini avec toi. A-t-il grogné? La traînant vers la chambre. J'ai tiré Célestine dans notre chambre et verrouillé la porte. Restez Ai-je ordonné,
mon cœur battant dans ma poitrine. Ne sors pour rien au monde. Miss Maman, a-t-elle gémi, attrapant mon bras. Je vais leader, toi au reste, ici sous le lit, et ne sors pas jusqu'à ce que je revienne. Compris, elle a hoché la tête, ses yeux grands de peur. Je l'ai doucement poussée sous le lit, la couvrant avec la vieille couverture que nous utilisions en hiver. Ne fais pas son bruit, quoi que tu entendes. Je suis sortie de la chambre, verrouillant la porte de l'extérieur et gardant la clé dans la poche de ma robe. J'ai couru à la cuisine et attrapé la première chose que j'ai vue, une poêle en fonte lourde qui avait appartenu à ma grand-mère. Les cris de ma mère venaient de la chambre, accompagnés des bruits de coups et de meubles renversés. « Tu vas apprendre à me respecter ?» ai-je entendu Adrien crier, toi et ces filles que tu as. À ce moment, quelque chose s'est passé en moi. La peur que je ressentais toujours quand il était là a complètement disparu, remplacée par une colère si grande, si puissante, qu'elle semblait me donner une force surhumaine. Je n'étais plus Judith la peureuse, la fille de 14 ans essayant de protéger sa sœur. J'étais une force de la nature, prête à faire ce qu'il fallait. J'ai entré dans la chambre comme un tourbillon. Adrien était sur ma mère, sur le lit, son poing levé pour un autre coup. Elle avait déjà le nez en sang, un œil commençant à gonfler. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai levé la poêle et l'ai frappé de toutes mes forces dans le dos. Il a rugi de douleur et s'est retourné, les yeux injectés de fureur. Petite sorcière, je wystačever, avant qu'il ne puisse avancer sur moi. Maman s'est levée, chancelante, et a attrapé la lampe sur la table de chevet, le frappant à la tête. Le verre s'est brisé, faisant une coupure qui a immédiatement commencé à saigner. « Cause ?» m'a-t-elle crié. « Prends Célestine et cours !» Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée, regardant Adrien se relever, touchant sa tête, blessé, regardant le sang sur ses doigts. L'expression sur son visage était une pure haine. Il n'était plus l'homme qui se contrôlait, qui calculait son mal. C'était un animal blessé, trop dangereux. « Vous allez payer pour ça », a-t-il grogné, ramassant la ceinture qui était jetée sur la chaise. « Je vais vous apprendre une leçon que vous n'oublierez jamais. » C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte avec un fracas. Mon cœur a presque sauté de ma bouche quand j'ai vu qui était là. Monsieur Jacques Simonet, notre voisin, l'officier de police. Il était en uniforme complet, la main sur son étui à revolver. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé avec une voix autoritaire. Regardant ma mère ensanglantée à Adrien avec la ceinture en main, puis à moi, tenant toujours la poêle comme une arme. « Ça ne vous regarde pas », a répondu Adrien, essayant de reprendre son sang-froid. « Problème de famille, vous pouvez partir. » J'ai entendu des cris. A continué Monsieur Jacques, entrant davantage dans la maison, sa main toujours près de son revolver. « Allez-vous bien ?» Madame Claire, ma mère a fait un pas en avant. Son visage blessé, mais une nouvelle détermination dans le regard. « Non, Monsieur Jacques, je ne vais pas bien. Cet homme, il m'a frappé. »
et il a fait quelque chose de pire à ma petite fille. Le mot pire est resté en suspens, dans l'air comme un nuage sombre. J'ai vu l'expression de Monsieur Jacques se durcir, ses yeux se rétrécir. C'est un mensonge, a crié Adrien, faisant un pas menaçant vers ma mère. Elle m'a attaqué en premier. Oh, regardez ce qu'elle a fait à ma tête. C'est alors que j'ai retrouvé ma voix. C'est pas un mensonge, Monsieur Jacques. Et je dis, ma voix plus ferme que je ne l'attendais. Il fait ça depuis des mois, nos frappant et touchant ma sœur de manière inappropriée. J'ai tout noté, dates, heures, ce qu'il a fait, tout est dans mon carnet. Adrien m'a regardé avec tant de haine. J'ai pensé qu'il pourrait se jeter sur ma gorge là-dedans. Petite diablesse menteuse, restez où vous êtes, a ordonné Monsieur Jacques. Maintenant, avec la main fermement sur son revolver, il s'est tourné vers moi. Où est ta sœur maintenant? Enfermée dans la chambre. Elle est en sécurité. Bien, dit. Se tournant vers Adrien, monsieur, vous devrez venir avec moi au commissariat. Nous avons quelques questions à poser. Je ne vais nulle part, a répondu Adrien, reculant d'un pas. Je n'ai rien fait de mal. Tout est inventé par ces deux-là. C'est ce que nous découvrirons au commissariat, a dit Monsieur Jacques. Sa voix, calme mais ferme. Vous pouvez venir de votre plein gré ou contre votre gré, le choix vous appartient. J'ai vu dans les yeux d'Adrien qu'il calculait ses chances, pensant s'il pouvait gagner un combat contre Monsieur Jacques, s'il pouvait s'échapper, s'il y avait une issue à cette situation. Mais j'ai aussi vu le moment exact où il a réalisé qu'il était acculé. J'appelle un avocat. A-t-il enfin dit, jetant la ceinture par terre, vous verrez, je vais tous vous poursuivre pour diffamation. Pendant que Monsieur Jacques me notait Adrien, je suis allée ouvrir la porte pour Célestine. Elle était exactement là où je l'avais laissée recroquevillée sous le lit, serrant sa poupée de chiffon. C'est fini, petite. Ai-je dit, lui tendant les bras, il ne te fera plus jamais de mal. Yamais. Elle est sortie lentement, me regardant avec ses yeux qui avaient vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. C'est vraiment vrai. Judith, il ne reviendra pas. C'est vrai. Monsieur Jacques, notre voisin, est officier de police. Il l'emmène en prison maintenant. Nous nous sommes enlacés fort. Moi, sentant les larmes venir après des mois à me retenir, pleurant pour être forte pour elle. C'était des larmes de soulagement, d'épuisement, d'une douleur qui trouvait enfin une sortie quand nous sommes revenus au salon. Monsieur Jacques avait déjà emmené Adrien. Maman était assise sur le canapé, le visage dans les mains, sanglotant comme une enfant. Je me suis assise à côté d'elle, toujours avec Célestine dans mes bras. Pardonne-moi, pleurait-elle, nous regardant toutes les deux avec un désespoir qui m'a brisé le cœur. J'aurais dû te croire dès le début, Judith. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'aurais dû vous protéger. Tu es aussi une victime de lui. Ai-je répondu, tenant sa main tremblante, il t'a trompé comme il a trompé tout le monde. Les hommes comme lui sont experts en tromperie. Elle a secoué la tête, inconsolable.
Une mère devrait savoir, devrait sentir quand quelque chose ne va pas, mais j'étais si fatiguée, si c'est au lit. Je pensais qu'il était la réponse à nos difficultés. C'est fini maintenant. Ai-je dit, les serrant toutes deux dans mes bras, nous allons recommencer, juste nous trois, cette nuit-là. Nous avons toutes dormi dans le même lit, nous tenant les unes les autres, comme quand nous étions petites et que papa était encore en vie. Mais je savais que le cauchemar n'était pas complètement terminé. Il y aurait des déclarations à donner, des questions difficiles à répondre, des blessures à guérir. Mon carnet a fini par être une pièce importante dans les enquêtes. Quand la police a fouillé les affaires d'Adrien, ils ont découvert qu'il avait déjà été arrêté auparavant dans une autre ville pour agression. Il avait un casier judiciaire qu'il avait caché à tout le monde. C'était pas la première fois qu'il faisait du mal à une famille qui lui faisait confiance. Monsieur Jacques est devenu un ange gardien pour nous. Il nous a accompagnés au commissariat, a expliqué le processus, a surtout protégé Célestine des questions les plus intrusives. C'était son idée de présenter mon carnet comme preuve. Votre parole contre la sienne pourrait ne pas suffire, expliquait-il. Mais avec ce registre détaillé et les marques physiques, nous avons un dossier solide. Les jours qui ont suivi furent les plus durs de nos vies. Les voisins chuchotaient quand nous passions, certains avec pitié, d'autres avec ce jugement silencieux qui fait plus mal qu'une gifle. Pourquoi avez-vous laissé cela aller si loin? Demandait leur regard à ma mère. Comment n'avez-vous pas remarqué plus tôt? Mais lentement, très lentement, nous avons commencé à reconstruire nos vies. Maman a obtenu plus d'heures de travail avec son employeur, qui a appris la situation et, à notre surprise, était très compréhensif. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une boulangerie du quartier pour aider avec les dépenses. Et Célestine est retournée à l'école auprès de la même enseignante qui avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Guérir l'âme est un processus lent, beaucoup plus lent que guérir les blessures corporelles. Les marques violettes qu'Adrien avait laissées sur ma mère ont disparu en quelques semaines, mais les marques qu'il avait laissées sur Célestine, sur moi, sur notre famille, celles-là ont pris des années à s'adoucir. Certains, je crois, n'ont jamais complètement disparu. Célestine faisait des cauchemars presque toutes les nuits cette première année. Elle se réveillait en criant, en sueur froide, ses petits yeux, grande terreur. Je m'asseyais sur son lit, caressais ses cheveux, chantais les mêmes berceuses que notre mère chantait quand nous étions petites. Progressivement, les cauchemars sont devenus moins fréquents, les nuits plus paisibles. 6 mois après l'arrestation d'Adrien est venu le procès. C'était la première fois que je le voyais depuis ce terrible jour. Il était différent, plus maigre, plus vieux, son regard moins arrogant. Mais quand il nous a vus entrer dans la salle d'audience, j'ai vu cette même haine briller un instant dans ses yeux. Témoigner n'était pas facile. J'ai dû raconter devant des étrangers des choses que je pouvais à peine admettre à moi-même. J'ai dû décrire ce que je l'avais vu faire à Célestine, les menaces qu'il avait faites, comment il manipulait ma mère. Chaque mot était comme arracher un morceau de ma peau. Mais je regardais Monsieur Jacques, assis au premier rang, hochant la tête pour m'encourager et trouvais la force de continuer. Grâce à Dieu, Célestine a été épargnée
de témoigner. Le juge a accepté qu'elle ne parle qu'à lui, en privé, sans la présence d'Adrien ou des avocats. Quand elle est sortie de cette pièce, elle semblait plus légère, comme si elle avait laissé à l'intérieur un peu du poids qu'elle portait. Adrien a été condamné à 8 ans de prison pour abus sur mineurs et violences domestiques. À l'époque, cela semblait trop peu de temps pour tant de mal qu'il avait fait. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de peine assez longue pour compenser l'enfance volée d'un enfant. La confiance détruite, les années de peur. Quand nous sommes sortis du tribunal ce jour-là, maman, Célestine et moi, main dans la main, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que nous étions vraiment libres, que nous pouvions respirer sans peur, dormir sans terreur, vivre sans regarder constamment par-dessus notre épaule. Merci d'avoir été si courageuse, m'a dit maman cette nuit-là quand nous étions seuls dans la cuisine, après que Célestine était déjà endormie. Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu as été courageuse aussi, ai-je répondu, tenant ses mains cailleuses par le travail. À la fin, tu l'as affronté, même effrayée, c'est aussi du courage. Elle a secoué la tête, les yeux larmoyants. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller si loin. Une bonne mère, assez de te blâmer. L'ai-je interrompu? Le seul à blâmer est lui Seul. Tu as fait de ton mieux dans les circonstances. Maintenant, nous devons regarder devant. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons regardé devant jour après jour, mois après mois. Notre petite famille de 3 femmes s'est reconnectée, renforcée, a retrouvé des moments de joie au milieu de la guérison. Ce n'était pas un chemin facile ou rapide, mais nous avons fait chaque pas ensemble, nous tenant les mains. Célestine a recommencé à sourire, à chanter doucement en jouant. Maman a cessé de sursauter, effrayée, quand quelqu'un frappait à la porte, a cessé de se recroqueviller quand un homme parlait fort près d'elle. Et moi, eh bien, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Des années plus tard, quand nous étions déjà adultes, Célestine m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu étais mon héroïne. Judith, quand je pensais que personne ne pouvait me sauver, tu m'as sauvée. Mais la vérité est que nous nous sommes toutes sauvées ensemble. Moi, en trouvant le courage de parler ma main, en affrontant enfin la vérité douloureuse. Télestine, en survivant avec une force que personne n'attendrait d'une si petite enfant, et Monsieur Jacques, en apparaissant au bon moment, en croyant en nous quand nous en avions le plus besoin. Cette terrible expérience m'a appris que le mal existe et parfois vit sous notre propre toit, mais elle m'a aussi appris qu'il y a de la bonté, qu'il y a des gens prêts à aider, à croire, à tendre la main quand nous en avons le plus besoin. Et elle m'a appris surtout que nous sommes beaucoup plus forts que nous l'imaginons, surtout quand nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons. Le chemin vers la véritable guérison ne faisait que commencer. Nous devions non seulement nous débarrasser d'Adrien, mais aussi recoller nos âmes brisées, reconstruire notre confiance et trouver un moyen d'avancer sans laisser la peur et la douleur du passé définir qui nous étions. Et ainsi,
Pas à pas, nous avons commencé à collecter des preuves, pas seulement contre Adrien, mais des preuves de notre propre force et résilience. Le matin, après le procès d'Adrien a vu le jour différemment. Le soleil entrait par les fissures des fenêtres, comme s'il apportait non seulement de la lumière, mais aussi de l'espoir. J'ai respiré profondément cet air qui semblait plus léger sans le poids de sa présence dans la maison. Mais je savais que notre bataille n'était pas encore complètement terminée. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon petit carnet de preuves, feuilletant ces pages qui avaient aidé à envoyer Adrien en prison. Chaque note là dedans était une pièce douloureuse de notre histoire, mais aussi une brique dans la construction de notre libération. Monsieur Jacques m'avait appris une leçon précieuse. Documentez tout, ne vous fiez pas seulement à la parole contre parole. Nous avons besoin de preuves concrètes. C'est pourquoi, même après le procès, j'ai continué l'habitude de tout noter. Les cauchemars de Célestine, les nuits où maman pleurait en secret, les petites victoires de chaque jour, comme le premier sourire sincère de ma sœur quand elle a reçu un chaton en cadeau de Monsieur Jacques, ou le jour où maman a enfin réussi à dormir une nuit entière sans sursauter. Documenter notre établissement est devenu aussi important que documenter les abus l'avait été. C'était ma manière de m'assurer que nous avancions vraiment, que l'ombre d'Adrien diminuait un peu chaque jour. Peu après le procès, Monsieur Jacques nous a présenté à Madame Odette, une dame d'une soixantaine d'années qui faisait du bénévolat dans un centre de soutien pour les femmes victimes de violences. C'était un endroit simple, fonctionnant à l'arrière d'une église, mais le travail qu'il faisait là, bas, était plus précieux que de l'or. Vous avez besoin d'aide pour guérir de ce qui s'est passé, expliquait Madame Odette avec cette voix douce qui semblait une étreinte. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. La honte est tout à lui. L'agresseur, jamais. À vous. Au début, maman résistait. J'ai pas besoin de continuer à parler de ces choses, disait-elle, son orgueil blessé essayant encore de la protéger de la douleur. Ce qui est passé, mais Madame Odette était patiente, comme quelqu'un qui avait vu beaucoup de femmes dans cette même situation. Ce qui n'est pas dit ne guérit pas. Madame Claire, ça reste stocké en nous comme une épine enfouie dans la chair, infectant tout autour. Progressivement, maman a cédé. Elle a commencé à assister aux réunions du mercredi soir. Pendant que je restais à la maison avec Célestine, elle revenait toujours avec les yeux rouges, d'avoir pleuré, mais aussi avec une lueur différente dans les yeux, comme si chaque larme emportait un peu du poison qu'Adrien avait laissé pour Célestine. Madame Odette a recommandé une psychologue qui traitait les enfants victimes d'abus. Docteur Marthe était une jeune femme avec des lunettes rondes et un sourire doux, qui avait une manière spéciale de faire s'ouvrir ma petite sœur. J'ai pas parlé, n'est-ce pas, Judith? M'a demandé Célestine, effrayée, avant son premier rendez-vous. Je ne veux pas me souvenir de ces choses. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Petite, ai-je répondu, arrangeant le ruban dans ses cheveux. Docteur Marthe veut juste t'aider à ne plus avoir autant de cauchemars. Ce sera comme jouer. Et en fait, au début, c'était plus comme jouer qu'une consultation. Docteur Marthe
utilisait des poupées, des dessins, des histoires pour aider Célestine à exprimer ce qu'elle ne pouvait pas avec des mots progressivement. J'ai vu ma sœur commencer à relâcher ce lourd fardeau qu'elle portait sur ses petites épaules lors d'une des sessions. Quand je suis venue la chercher, Docteur Marthe m'a appelé pour parler en privé. Judith, tu devrais aussi faire une thérapie, a-t-elle suggéré gentiment. Tu as traversé beaucoup de choses. Pour une fille de ton âge, tu as pris soin de ta sœur, confronté cet homme, tenu les choses ensemble quand ta mère ne pouvait pas. Ça laisse des marques aussi. J'ai secoué la tête, têtu, je vais bien. C'est pas moi qui ai souffert ce que Célestine a souffert. Elle a souri avec compréhension. Il y a un type de traumatisme qui vient de voir la souffrance de ceux qu'on aime et de ne pas pouvoir l'empêcher de porter des responsabilités qui n'auraient pas dû être les tiennes. Tu mérites des soins aussi. Judith, ces mots ont touché une corde sensible en moi. Mais à l'époque, je n'ai pas accepté la suggestion. Je pensais que je devais être forte pour tout le monde, que je n'avais pas le droit de faiblir. Maintenant que nous étions enfin en sécurité, c'est Monsieur Jacques qui a fini par me convaincre des mois plus tard. Tu sais, Judith, m'a-t-il dit un après-midi quand il était passé à la maison pour apporter un gâteau fait par sa femme, la vraie force, c'est pas de ne jamais avoir besoin d'aide, c'est de savoir quand la demander. Le même jour, j'ai pris mon premier rendez-vous. C'était comme ouvrir une vanne que j'avais retenue si longtemps. J'ai parlé pendant des heures, pleuré comme je ne m'étais jamais permis de pleurer auparavant. J'ai parlé de la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt, de ne pas avoir pu protéger complètement ma petite sœur de la haine que je ressentais encore pour Adrien. La haine est normale, m'a assuré Docteur Marthe. C'est une partie du processus, mais ça peut pas être ton carburant pour toujours. Sinon, ça finira par te consumer de l'intérieur. Et ainsi, petit à petit, nous forgions tous nos chemins vers la guérison. Des chemins différents, au rythme de chacun, mais allant dans la même direction, en avant, toujours en avant. Le processus judiciaire a continué même après la condamnation initiale. Adrien a fait appel de la sentence comme prévu. Nous avons dû revisiter ce cauchemar quelques fois de plus, réaffirmer nos témoignages, affronter les tactiques sournoises de son avocat qui essayait de nous discréditer. C'est courant dans ce genre de cas, expliquait Monsieur Jacques. Ils essaient d'attaquer la crédibilité des victimes, insinuent qu'elles ont tout inventé par vengeance ou pour obtenir un avantage. C'est lors de la deuxième audience d'appel que nous avons découvert quelque chose qui a tout changé. Une femme nous a abordés alors que nous quittions le tribunal, brune, dans la trentaine, avec une fille d'environ 10 ans à ses côtés. J'ai reconnu dans les yeux de cet enfant la même peur que j'avais vue tant de fois dans ceux de Célestine. Êtes-vous la famille qui a dénoncé Adrien ? A-t-elle demandé, la voix tremblante? Maman a hoché la tête. Méfiante? Nous le sommes. Pourquoi? Je m'appelle Régine. S'est-elle présentée? Adrien était mon mari avant vous. Nous sommes enfuis de lui il y a 5 ans. Quand j'ai réalisé ce qu'il faisait à ma fille, j'ai regardé la fille à côté d'elle et j'ai senti une oppression dans ma poitrine. Une autre victime, un autre enfant dont les rêves avaient été volés par ce monstre. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé?
ai-je demandé, incapable de cacher mon indignation. Les yeux de Régine se sont remplis de larmes. J'ai essayé, j'ai été au commissariat, mais ils n'avaient pas assez de preuves. Personne ne m'a cru. Il était respecté en ville, avait des amis influents. Il était plus facile de s'enfuir, de recommencer loin. Comment avez-vous su pour le procès? A demandé maman. J'ai vu sa photo dans le journal, a expliqué Régine. J'ai presque fait un malaise quand je l'ai reconnu après toutes ces années. Je suis venue parce que je veux témoigner, je veux qu'il paie pour tout ce qu'il a fait, pour qu'il ne fasse plus de mal à personne. Quand nous avons raconté cela à Monsieur Jacques, il était enthousiaste. Ça change tout, a-t-il expliqué. Un schéma de comportement prouve que c'était pas un incident isolé. Ça rend beaucoup plus difficile pour sa défense de prétendre que vous inventez. Avec le témoignage de Régine et de sa fille, l'appel d'Adrien a été rejeté. Plus que cela, sa peine a été augmentée à 12 ans. Quand nous sommes sortis du tribunal ce jour-là, l'air semblait plus léger, l'avenir plus lumineux. Régine est devenue une amie proche dans les années qui ont suivi. Nos familles brisées ont trouvé de la force l'une dans l'autre. Nos filles, la sienne par le sang, la nôtre par le cœur, ont créé un lien spécial comme seuls ceux qui ont traversé le même type de douleur peuvent créer. C'est à cause de l'histoire de Régine que j'ai commencé à réaliser que nous n'étions pas seuls, qu'il y avait beaucoup de familles souffrant en silence, beaucoup d'enfants maltraités par ceux qui devraient les protéger, beaucoup de femmes piégées dans des relations abusives sans savoir comment s'échapper en 1965. 2 ans après l'emprisonnement d'Adrien, Madame Odette m'a invitée à aider au centre de soutien. J'avais tout juste 6 ans. Je finissais le lycée le soir et travaillais le jour dans un magasin au centre-ville. Tous me donnent Judith, m'a-t-elle dit, les femmes te font confiance. Elles sentent que tu comprends vraiment ce qu'elles traversent. J'ai commencé comme bénévole le samedi, juste quelques heures. Bientôt, j'étais là dès que je pouvais, écoutant des histoires déchirantes, tenant des mains tremblantes, enseignant ce que j'avais appris de la manière la plus dure, l'importance de tout documenter, de chercher de l'aide, de construire un réseau de soutien, noter tout, disais-je à chaque femme qui arrivait avec des marques d'agression, dates, heure, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, gardez-le en lieu sûr. Un jour, cela pourrait être votre salut. En même temps, je continuais à collecter des preuves de notre propre rétablissement, plus des agressions d'Adrien, mais des petits et grands signes que nous guérissions. Le jour où Célestine a dormi une nuit entière sans cauchemar, la première fois que maman a accepté une invitation d'une collègue pour aller prendre un café le matin, où j'ai réalisé que j'avais passé 24 heures sans penser à Adrien. La meilleure vengeance est de bien vivre, disait souvent Madame Odette, et nous étions déterminés à vivre de la meilleure manière possible en 1967. 4 ans après l'emprisonnement d'Adrien, quelque chose s'est produit que je n'avais jamais imaginé possible. Monsieur Jacques, qui était devenu
un grand ami de la famille a commencé à montrer un intérêt particulier pour ma mère. Il n'était plus seulement le voisin serviable ou l'officier de police qui nous avait aidés. C'était un homme doux dans la quarantaine, veuf depuis de nombreuses années, qui regardait ma mère avec affection et respect. Penses-tu que ta mère accepterait de dîner avec moi samedi? M'a-t-il demandé un jour, semblant plus nerveux qu'un garçon invitant une fille à danser. Me demandes-tu la permission de sortir avec ma mère? Ai-je demandé surprise? Il s'est gratté la nuque, emboroché. Je suppose que oui. Je sais ce que vous avez traversé. Je sais combien c'était difficile. La dernière chose que je veux est de compliquer les choses davantage ou de ramener de mauvais souvenirs. J'ai souri, touchée par sa considération, que la personne la plus différente d'Adrien qui existe dans ce monde. Je pense que maman serait heureuse de dîner avec toi. La romance entre eux était lente, respectueuse, construite sur une base d'amitié et de confiance mutuelle. Monsieur Jacques comprenait les peurs de ma mère, ses hésitations, ses moments de retrait. Il n'a jamais fait pression, jamais exigé plus qu'elle n'était prête à donner à ma surprise. C'était Célestine qui soutenait le plus cette relation dès le début. Monsieur Jacques fait sourire maman, m'a-t-elle dit une nuit alors que nous rangions la cuisine après le dîner. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sourire comme ça. Et c'était vrai, maman semblait des années plus jeune quand elle était avec lui. Les lignes d'inquiétude qui s'étaient approfondies sur son visage ces dernières années s'adoucissaient un peu, ses yeux brillaient d'une manière que je me souvenais à peine. En 1969, 6 ans après l'emprisonnement d'Adrien, maman et monsieur Jacques se sont mariés lors d'une cérémonie simple dans la cour arrière de notre maison. Moi, à 20 ans, et Célestine, à 13 ans, étions les demoiselles d'honneur Madame Odette, Docteur Marthe, Regine, et sa fille était là avec d'autres amis que nous avions fait dans cette nouvelle phase de vie. Je ne pensais jamais pouvoir faire confiance à un homme à nouveau, m'a confié maman la veille du mariage, alors que nous essayions la robe simple mais belle qu'elle porterait. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée pour toujours. Monsieur Jacques n'est pas n'importe quel homme, ai-je répondu, ajustant la ceinture de la robe. Il a montré par ses actions, pas par des mots, qu'il mérite ta confiance. Elle a hoché la tête, les yeux larmoyants. Et vous deux, êtes-vous vraiment d'accord avec cela? Je ne veux pas que vous pensiez que je remplace votre père ou papa voudrait que tu sois heureuse. L'ai-je interrompu doucement? Et Monsieur Jacques te rend heureuse? C'est tout ce qui compte pour nous. Le jour du mariage, quand j'ai vu ma mère marcher dans l'allée improvisée entre les chaises dans la cour, avec ce sourire radieux qui illuminait tout autour, je savais que nous avions enfin atteint l'autre côté de cette vallée sombre. Non pas que les cicatrices avaient disparu, elles étaient toujours là, faisant à jamais partie de qui nous étions, mais elles ne nous définissaient plus, ne limitaient plus notre capacité à ressentir de la joie, à faire confiance, à aimer. Monsieur Jacques est devenu non seulement un bon mari pour ma mère, mais un beau-père aimant pour Célestine et un mentor pour moi. C'est lui qui m'a encouragée à poursuivre mes études, à suivre une formation d'enseignante. C'est lui qui a montré, par son exemple quotidien, qu'il y a des hommes bons dans ce monde,
des hommes qui prennent soin plutôt que de blesser, qui protègent, plutôt que de menacer. Cette même année, Incendio Baleustio, j'ai reçu une nouvelle qui a secoué notre monde nouvellement stabilisé. Adrien demandait une libération conditionnelle pour bonne conduite. Il n'avait purgé que 6 ans de sa peine de 12 ans et essayait déjà de sortir. La peur est revenue comme un coup à l'estomac. J'ai immédiatement pensé à Célestine, maintenant adolescente, commençant à s'épanouir, laissant enfin derrière elle les fantômes de l'enfance. J'ai pensé à ma mère, nouvellement mariée, construisant une nouvelle vie avec Monsieur Jacques. J'ai pensé à moi-même, presque enseignante, diplômée, avec des projets et des rêves pour l'avenir. Il ne réussira pas, nous a assuré Monsieur Jacques quand nous lui avons annoncé la nouvelle. Je vais mobiliser tous les contacts que j'ai. Ce type de criminel récupère rarement vraiment. Encore une fois, nous sommes revenus à collecter des preuves. Maintenant, plus des abus passés, mais de l'impact durable qu'ils avaient eu sur nos vies, les années de thérapie dont Célestine avait encore besoin, les rapports de psychologues documentant le traumatisme persistant. Les nuits où elle se réveillait encore en criant quand quelque chose déclenchait les mauvais souvenirs, Régine a également rejoint notre combat, apportant sa propre documentation, sa propre histoire de souffrance aux mains de ce même homme. L'audience de libération conditionnelle était en septembre de cette année. C'était la première fois que je voyais Adrien depuis le procès, 6 ans plus tôt. Il était plus vieux, plus maigre, mais ses yeux avaient toujours le même mal caché que je connaissais si bien. Quand nos regards se sont croisés dans la salle d'audience, j'ai senti un frisson descendre ma colonne vertébrale. Pendant un bref instant, j'étais à nouveau cette fille de 14 ans, terrifiée mais déterminée à protéger sa petite sœur à tout prix. Mais ensuite, j'ai pris une profonde inspiration et me suis souvenue de qui j'étais maintenant, une femme forte, éduquée, avec un réseau de soutien, avec des outils que je n'avais pas avant. J'ai témoigné avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'ai parlé des effets durables de l'abus, de comment notre famille luttait encore avec les conséquences de ses actions. Da comment Celestine, Maintenance 13 Hands, avait encore besoin d'une thérapie régulière pour faire face au traumatisme. Quand Régine a témoigné, racontant comment sa fille avait développé des problèmes d'estime de soi, de confiance, de relation avec les autres, j'ai vu les visages des membres du comité de libération conditionnelle changer. Le récit d'Adrien comme un homme qui avait fait une erreur isolée et méritait une seconde chance a commencé à s'effondrer. La demande de libération conditionnelle a été refusée. Adrien devrait purger au moins 3 ans de plus avant de pouvoir demander à nouveau. Quand nous sommes sortis de la salle d'audience ce jour-là, j'ai senti comme si nous avions gagné une bataille cruciale dans une guerre qui semblait sans fin. Nous ne pouvons pas baisser la garde, a dit Monsieur Jacques, alors que nous rentrions chez nous. Il réessayera dès qu'il pourra, et il avait raison, mais nous étions aussi plus préparés maintenant. Chaque refus de libération conditionnelle renforçait notre dossier, créer un registre plus solide, qu'Adrien était un danger pour la société,
surtout pour les femmes et les enfants. C'est à cette époque que j'ai commencé à réaliser l'importance plus grande de ce que nous faisions. Ce n'était pas seulement à propos de nous, de notre famille, de notre justice personnelle. C'était à propos de toutes les victimes potentielles futures que nous protégions en le gardant derrière les barreaux. C'était à propos de briser le cycle de la violence avant qu'il ne puisse se répéter avec une autre famille. Notre travail de collecte de preuves qui avait commencé avec mon petit carnet caché sous le matelas s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, un témoignage du pouvoir des victimes quand elles s'unissent, quand elles documentent, quand elles persistent, malgré la peur, malgré la honte, malgré un système qui semble souvent fonctionner contre elles. Et ainsi, nous avons continué année après année, audience après audience, construisant non seulement la défense contre Adrien, mais aussi un avenir où les ombres du passé, bien que jamais oubliées, n'avaient plus le pouvoir de nous paralyser ou de déterminer nos chemins. Car, en fin de compte, les preuves les plus importantes que nous avons collectées n'étaient pas dans les documents, les témoignages ou les rapports médicaux, c'était dans la vie que nous avons réussi à reconstruire. Malgré tout, dans la force que nous avons trouvée dans les ombres, dans la lumière que nous avons réussi à allumer, même dans les moments les plus sombres de notre voyage. Quand Adrien a finalement purgé sa peine complète et a été libéré en 1975, j'étais déjà une autre femme à 26 ans. J'avais obtenu mon diplôme d'enseignante, enseigné à l'école municipale de notre quartier et continuais mon travail au centre de soutien pour les femmes victimes de violences. Télestine a 19 ans, étudié pour devenir infirmière et était devenue une belle jeune femme, toujours avec ses yeux verts qui ressemblaient à des émeraudes brillantes, mais maintenant avec une lueur de détermination qui remplissait ma poitrine de fierté. Quand nous avons reçu la nouvelle de sa libération, bien sûr, nous avons ressenti de la peur. C'est une peur qui ne disparaît jamais complètement, comme une cicatrice qui fait mal quand le temps change. Mais maintenant, nous avions des outils que nous n'avions pas avant. Nous avions un réseau de protection. Nous avions Monsieur Jacques, que nous appelions désormais affectueusement papa, vigilant comme toujours. Il ne peut pas s'approcher de vous. Nous a rappelé Monsieur Jacques, montrant l'ordonnance de restriction qu'il avait obtenue. S'il tente tout contact, il retourne directement en prison. L'une des conditions de la liberté d'Adrien était qu'il ne pouvait pas rester dans notre ville. Il devait déménager à au moins 300 kilomètres, se présenter régulièrement à un officier de probation et il ne pouvait pas travailler dans des endroits avec accès aux enfants. De petites garanties qui, même sans éliminer complètement notre peur, nous permettaient de respirer. Nous ne l'avons plus jamais revu en personne. Nous avons appris par le réseau de contact de Monsieur Jacques qu'il avait déménagé en Ardèche, où il a trouvé du travail comme aide-mécanicien. Des années plus tard, nous avons reçu la nouvelle qu'il était mort dans un accident de voiture ivre, seul, sur une route déserte. Je n'ai pas ressenti de joie à la nouvelle, ni de tristesse.
juste une étrange sensation d'un cycle qui se fermait, enfin. Mais cette histoire n'est pas à propos d'Adrien, c'est à propos de comment nous avons reconstruit nos vies malgré lui, au-delà de lui. Après lui, le mariage de ma mère avec Monsieur Jacques était comme une seconde chance pour nous tous. Il nous a montré, avec une patience infinie, que tous les hommes ne sont pas des monstres déguisés. Il nous a appris que le véritable amour ne fait pas mal, n'humilie pas, ne terrorise pas. Au contraire, il renforce, respecte, protège. Célestine était celle qui s'épanouissait le plus avec cette nouvelle structure familiale, euh, progressivement. Elle a cessé d'être cette fille effrayée qui se recroquevillait quand un homme haussait la voix. Elle a commencé à faire confiance, à s'ouvrir, à rire de cette manière insouciante qu'elle avait avant que tout n'arrive. Tu sais, Judith m'a-t-elle dit un jour, alors que nous rentrions ensemble de l'université, moi déjà diplômée, elle encore étudiante. Parfois, je me demande comment aurait été notre vie si Adrien n'était jamais apparu. Ça aurait été plus facile, ai-je répondu, pensant aux cicatrices invisibles que nous portions encore. Peut-être a-t-elle acquissé, mais nous n'aurions pas non plus rencontré Monsieur Jacques ou Madame Odette ou Docteur Marthe. Nous n'aiderions pas d'autres femmes. C'est étrange de penser que quelque chose d'aussi terrible peut aussi mener à de bonnes choses. Sa sagesse, encore si jeune, m'a surprise, et elle avait raison, de l'obscurité que nous avions vécue, des objectifs, des vocations, des amitiés étaient nées qui n'auraient pu être jamais vues le jour dans d'autres circonstances. J'ai continué à travailler au centre de soutien, plus seulement comme bénévole occasionnelle, mais comme coordinatrice. Aux côtés de ma carrière d'enseignante, j'ai construit un travail d'accueil et d'orientation qui est devenu une référence dans la région. J'ai appris aux femmes non seulement comment quitter des relations abusives, mais aussi comment reconstruire leur vie après, comme nous l'avions fait. Tous un partit sourire. Judith me disait toujours, Madame Odette, quand tu parles, elles écoutent vraiment parce qu'elles savent que tu as été là où elles sont maintenant. Zielestine, de son côté, s'est spécialisée en soins infirmiers pédiatriques, travaillant spécifiquement avec des enfants victimes d'abus. Sa propre expérience douloureuse s'est transformée en une sensibilité unique pour détecter des signes que d'autres professionnels ne remarquaient souvent pas. Il y a des choses qu'un enfant ne dit pas avec des mots, expliquait-elle aux collègues plus jeunes. Ils le disent avec le silence, avec le regard, avec la manière dont ils se recroquevillent quand quelqu'un lève la main. Maman et Monsieur Jacques ont vieilli ensemble, construisant un mariage basé sur le respect mutuel et la compagnie. Quand il a pris sa retraite de la police, ils ont installé un petit ranch à la périphérie de la ville où ils élevaient des poules, cultivaient un jardin potager abondant et recevaient joyeusement les nombreux petits-enfants d'emprunt, les enfants des familles que nous aidions au centre. En 1980, j'ai rencontré Antoine Garnier, un professeur d'histoire qui a été muté dans notre école, un homme doux, patient, qui comprenait mes peurs et mes hésitations sans que j'aie besoin d'expliquer beaucoup.
Notre romance était lente, respectueuse, construite sur une base solide d'amitié et de confiance mutuelle. Tu mérites d'être heureuse. Judith, m'a dit maman quand je lui ai présenté Antoine. Ne laisse pas le fantôme de cet homme voler quoi que ce soit de plus de toi. Je me suis mariée à 30 et 1 an plus tard que ce qui était courant à l'époque. Et je n'ai pas eu d'enfant biologique, un choix conscient. Non pas par peur, mais parce que je me sentais déjà mère de ton enfant qui passait par le centre. Antoine, avec sa gentillesse naturelle, comprenait et partageait ce sentiment. La famille, c'est ceux dont on prend soin, ceux qu'on aime, disait-il. Ils n'ont pas besoin d'être du même sang pour être les nôtres. Célestine s'est mariée 2 ans plus tard avec un médecin qu'elle a rencontré à l'hôpital où elle travaillait. Elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille, qui ont grandi en écoutant tante Judith raconter des histoires, pas les histoires d'horreur de notre passé, mais des histoires de dépassement, de courage, de nouveaux départs au fil des ans. Nous sommes restés en contact avec Régine et sa fille. Nous avons vu la fille grandir, devenir une jeune femme forte, se marier, avoir ses propres enfants, une victoire partagée sur le mal qui avait autrefois essayé de nous détruire. En 1995, quand j'approchais de la retraite en tant qu'enseignante, j'ai aidé à fonder un refuge pour les femmes et les enfants en situation de violence domestique, un endroit sûr où elles pouvaient rester pendant qu'elles reconstruisaient leur vie loin de leurs agresseurs. Nous l'avons appelée Maison de Claire, en l'honneur de ma mère, qui était décédée cette même année, paisiblement, à 71 ans, tenant la main de Monsieur Jacques jusqu'à son dernier souffle. L'ouverture de la maison était une célébration douce amère, triste pour l'absence de maman, mais aussi un hommage à tout ce qu'elle représentait, la capacité de recommencer, de trouver de la force même dans les situations les plus désespérées, de transformer la douleur en but. Aujourd'hui, à 66 ans, je regarde en arrière et vois que notre histoire, aussi douloureuse qu'elle ait été, a servi un objectif plus grand. Chez Petite Carnet, où j'avais commencé à noter les cruautés d'Adrien, s'est transformé en centaines de témoignages, de rapports, de registres qui ont aidé à sauver d'autres familles, d'autres enfants, d'autres femmes. Nous ne sommes pas seulement des survivantes, nous sommes des porteuses d'une connaissance précieuse, d'une sagesse acquise dans les tranchées de la vie, et partager cette sagesse, ce chemin vers la libération, est devenu le sens de mon existence. Si vous m'écoutez maintenant, peut être vivez-vous votre propre cauchemar, peut être avez-vous un Adrien dans votre vie utilisant un autre nom, un autre visage, mais causant le même type de terreur, d'humiliation, de douleur. Je veux que vous sachiez qu'il y a une issue, il y a des Leide, il y a une vie bonne, pleine, digne au-delà de ce moment sombre. Documentez tout, cherchez de l'aide, n'ayez pas honte. La honte appartient à celui qui abuse, jamais à celui qui souffre l'abus. Faites confiance qu'il y a des gens bons dans ce monde, prêts à tendre la main, comme Monsieur Jacques a tendu la sienne pour nous quand nous en avions le plus besoin.
Si ce récit a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, partagez-le s'il vous plaît et laissez un commentaire disant d'où vous écoutez. Chaque partage est comme une étreinte qui m'atteint, et me donne la force de continuer, le temps qu'il me reste dans cette vie. Je veux l'utiliser pour montrer que les cicatrices, peu importe, leur profondeur, peuvent se transformer en marque d'honneur, témoin de notre incroyable capacité à survivre, à recommencer, à s'épanouir, même dans les sols les plus arides. Comme on dit ici, à Gordes, après le gel le plus rude vient le ver le plus beau sur le champ. Et ainsi va la vie, après la douleur la plus profonde. Si nous avons le courage de continuer à marcher, d'appevenir la joie la plus authentique, la paix la plus véritable, la liberté que personne ne pourra jamais nous enlever,